entre autres notre directeur général des services, qui est au lit avec 42 fièvres. Donc on lui souhaite un bon rétablissement, ainsi qu'à Thierry Prieur, qui est aussi au lit avec la Covid. Voilà, il va mieux. Je l'ai eu cet après-midi, mais pas encore top. Il faut faire attention et la période n'est pas finie. Donc mes chers collègues, bonsoir à toutes et à tous. On va donc commencer notre conseil communautaire. Nous allons commencer par l'approbation des... Pardon, déjà nommé un secrétaire de séance. Est-ce que Claude Sicuti serait d'accord? Oui. Eh bien, merci beaucoup. Donc, Monsieur Prieur donne pouvoir à Madame Mousset, Madame Thomer à Monsieur Boucher-Kiwa, qui va arriver normalement, je le pense, Monsieur Péjot à Madame Arnoux, Monsieur Léonard à moi-même, Madame Hureau à moi-même jusqu'à son arrivée, Monsieur Ravier à Madame Santacana, Monsieur Levaux à Madame Santacana jusqu'à son arrivée, Monsieur Dupré, suite à son absence, est remplacé par Monsieur Gérald Letourmy, Monsieur Pascal Gagné donne pouvoir à Claude Sicuti. Monsieur Elvart est absent et donc remplacé par Sylvie Fournial. Bienvenue. Et Madame Catherine Meunier donne pouvoir à Monsieur Garçonnet. Le premier point, c'est l'approbation des procès-verbaux que vous avez reçus il y a maintenant quelques mois. Et comme je vous l'avais dit, je vais vous laisser largement, j'espère, le temps de les lire. Je n'ai reçu de votre part aucune remarque, aucune modification. Souhaitez-vous, je m'en remettrai à votre avis, à ce que les vote un par un ou que l'on vote l'ensemble, sauf bien sûr si vous avez des remarques, on les votera un par un. Avez-vous déjà des remarques? Vous n'avez pas de remarques? Est-ce que vous êtes d'accord pour les voter dans leur ensemble? Merci. Donc, qui est contre l'approbation de ces procès-verbaux? Qui s'abstient? Merci beaucoup pour cette facilité de vote. Donc, tout le monde est pour. Première délibération. Modification de la composition du tableau des commissions. Lors du Conseil communautaire du 3 septembre 2020, les représentants au sein des commissions ont été validés. Les démissions ou renouvellement d'ailleurs de différents conseils municipaux font qu'il est nécessaire de corriger et de modifier la composition des commissions régulièrement, à savoir un délégué titulaire et un délégué suppléant par commune. En décembre dernier, la commune de Nazelles-Négron nous informe du départ de M. Didier Darnige. La commune a profité pour faire quelques modifications au sein des commissions communautaires. Conformément à l'article L. 2121-22, lorsqu'un EPCI à fiscalité propre forme une commission, il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet établissement, selon l'article L. 5211-40-1. Il vous est donc proposé, et vous avez eu l'annexe, la composition de ces commissions selon les propositions des communes dans le tableau. Je ne vais pas vous les relire toutes, sachant que je rappelle, même avec la difficulté des réunions restreintes liées à la Covid, que les conseillers communautaires peuvent s'inscrire dans ces réunions comme ils le souhaitent, sachant que pour certains, elles avaient été limitées en nombre parce que dans des petites salles. Voilà. Avez-vous des remarques sur les propositions de Nazelles-Négron sur la composition de ces représentants dans les commissions? S'il n'y a pas de remarques, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pardon. Vous vous abstenez. Très bien. Mme Guichard s'abstient.
Délibération numéro 2. Remplacement de... Merci. Remplacement d'un élu communautaire à la commission consultative de services publics locaux. La commission consultative des services publics locaux a pour mission d'examiner les rapports produits par les délégataires de services publics et les rapports du prix et de la qualité du service public, ainsi que de dresser le bilan des services exploités en régie. Cette commission, présidée par le président de la communauté de communes du Val d'Amboise, où son représentant comprend les membres de l'Assemblée délibérante, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle et des représentants des associations locales nommés par l'Assemblée délibérante. Lors de la création de la commission consultative des services publics locaux, il avait été proposé, dans un souci de cohérence, que les membres de cette commission soient les membres élus à la commission de délégation de services publics. Lors du conseil communautaire du 22 octobre 2020, avaient été élus 5 titulaires et 5 suppléants et 2 représentants d'associations locales, soit en titulaire Jacqueline Mousset, Didier Elvart, Pascal Dupré, Philippe Degnaud et Rémi Levaux. Pour les délégués suppléants, Thierry Prieur, Evelyne Véchambre, Pierre Morin, Jocelyn Garçonnet et Gérard Leleu. Les représentants d'associations locales, le président de l'UFC Que Choisir ou son représentant et un représentant de l'association NEVA. Madame Véchambre, n'étant plus élue municipale suite au renouvellement du conseil municipal de Limeray en date du 4 juillet 2021, il convient donc de la remplacer à la CCSPL. Il est proposé au conseil communautaire de nommer Madame Christine Fauquet comme déléguée suppléante à la commission consultative des services publics locaux. Avez-vous des remarques, des questions ? Eh bien, nous allons mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Guichard, je vous remercie. Tous les autres sont donc pour. Merci. Délibération numéro 3. Remplacement de représentants à la commission locale des charges transférées. L'article 1609, noni C4 du Code général des impôts dispose qu'il est créé entre les établissements publics de coopération intercommunale AFPU et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant. Il est proposé au conseil communautaire, et d'ailleurs vous aviez la nouvelle délibération parce qu'il y avait eu un petit souci sur un nom avec la commune de Nazelles-Négron. Il est proposé au conseil communautaire de procéder au remplacement des élus titulaires et suppléants modifiés suite à des renouvellements de conseil ou des départs, de valider la composition ci-dessous de 15 membres, soit le président de la communauté de communes, plus un représentant par commune, ainsi qu'un suppléant par commune au sein de la commission locale d'évaluation de transfert de charges, et de la manière suivante. En titulaire, Isabelle Benoît, Yves Ross, Claude Courgeot, Philippe Degnaud, Hervé Langlais, Pascal Dupré, Hubert Hiron, Jacqueline Mousset, Claude Sicuti, Blandine Benoît, Pierre Morin, Virginie Gay-Chanteloup, Christophe Villemain et Frédéric Sarouille. Pour les suppléants, Madame Christine Fauquet, Monsieur Jean-Michel Léna, Monsieur Jocelyn Garçonnet, Monsieur Pascal Conzette, Madame David Grépillou, Madame Gilberte Godel, Monsieur Richard Châtelier, Madame Nathalie Supply, Madame Cindy Desroches, Madame Natacha Moujol, Monsieur Josué Piolet, Monsieur Pascal Gagné, Monsieur Joël Provost et Monsieur Armel Joubert. Avez-vous, donc il y a
comme vous le voyez, 2 modifications. M. Hiron passe en titulaire et M. Châtelier devient donc suppléant à la demande de la commune de Nazelles. Et pour la commune de Limeray, les 2 noms proposés en remplacement suite aux élections sont Mme Virginie Guéchanteloup et M. Pascal Gagné. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Mme Guichard. Tous les autres votent pour. Je vous remercie. Délibération numéro 4. Convention de groupement de commandes, fourniture de repas pour les écoles et les structures petite enfance Ville d'Amboise et communauté de communes du Val d'Amboise. La Ville d'Amboise et la communauté de communes du Val d'Amboise doivent renouveler leurs marchés respectifs relatifs à la restauration scolaire et à la restauration au sein des structures d'accueil d'enfants, ALSH et crèches. Il est apparu opportun de proposer la constitution d'un groupement de commandes en application du Code de la commande publique aux fins de regrouper la procédure de passation du ou des marchés à intervenir. Les modalités de fonctionnement du groupement de commandes sont définies dans la convention constitutive qui sera signée par les parties s'y annexées. La Ville d'Amboise sera désignée comme coordonnateur du groupement. Il est proposé au Conseil communautaire de décider d'adhérer au groupement de commandes relatif à la conclusion d'un ou 2 marchés relatifs à la restauration scolaire, accueil de loisirs et crèches, de prendre acte que la Ville d'Amboise est le coordonnateur de ce groupement de commandes et d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à mettre au point et à signer la convention constitutive du groupement de commandes annexée à la présente délibération. On est bien sur la convention du groupement de commandes. On n'est pas encore sur l'ouverture d'un marché. La rédaction du marché sera une deuxième étape. Pour le moment, puisque les 2 instances arrivent à échéance identique, nous faisons le choix de faire un groupement de commandes. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Santacana. Bonsoir. Bonsoir. En fait, j'ai simplement 2 questions à vous poser par rapport à la restauration scolaire. On en avait parlé un petit peu en conseil municipal, mais c'est vrai que du coup, là, ça concerne plus la communauté de communes. Quelle est votre ambition par rapport au bio, justement, dans les cantines, sachant que nous, on était quand même passé de 0% à 60%. Donc, quelle est cette ambition, même si pour l'instant, effectivement, on n'est pas encore sur l'objet des marchés, et puis surtout la cuisine centrale. Où en est-on de cette promesse, en tout cas de ce projet que vous aviez, vous comme nous, puisque pour l'instant, on n'a pas encore vu de choses poindre, de terrain préempté, de maraîchage. Enfin voilà, on aimerait beaucoup savoir quel est votre dessein pour la restauration scolaire. Sur la partie de la cuisine centrale, je vais laisser M. Degnaud répondre, puisque c'est dans sa délégation. Oui, alors le projet de cuisine centrale n'est pas enterré, bien sûr, puisqu'il est inscrit au budget 2022 une étude pour sa faisabilité, au moins une étude, un diagnostic de terrain, pour connaître déjà à un premier niveau les besoins de chaque commune, et puis définir notre besoin, qui pour l'instant reste à définir. Ça entre tout à fait dans le projet, enfin dans le plan alimentaire et agricole territorial. Ce sera certainement même, je pense, le projet principal de ce plan, du moins en termes d'investissement. Voilà, donc 2022, c'est l'année de l'étude de faisabilité. Sur la deuxième partie, Madame Santacana, sur les ambitions sur le bio, se sont posées tant à la ville qu'à la communauté de communes 2 questions. Le bio, puisqu'aujourd'hui, tout le monde sait que le bio est devenu une industrie qui n'est pas toujours bio. Tout du moins, il est facile de mettre un peu de verre sur un packaging et on a l'impression que c'est du bio. On est aussi sur une deuxième démarche. Il y aura un pourcentage assez conséquent toujours. Et il y aura une deuxième démarche sur ce qu'on appelle les productions de proximité, à ne pas confondre avec les circuits courts, les circuits de proximité, sachant que
pour votre rappel, le circuit court, c'est le nombre d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur, et le circuit de proximité étant les produits qui sont soit récoltés, soit fabriqués dans des circuits assez courts de périmètre géographique. Donc la réflexion se pose là-dessus. Le cahier des charges vous sera bien sûr présenté. Nous vivons une période, au-delà de cette Covid, mais qui engage plein d'autres choses, une période compliquée. Et vous allez le voir tout à l'heure dans certains marchés, se pose la question, et après avoir écouté quelques collègues, de marchés qui explosent en coût. Qui explosent en coût. L'augmentation des énergies, l'augmentation des matières, vous l'avez vu dans la presse, entre autres sur le prix du beurre, sur le prix d'un certain produit, d'un certain nombre de produits. Je pense que ce marché va faire beaucoup réfléchir, et aussi c'est en relation avec la réponse de M. Degnaud de lancer dès cette année l'étude sur la cuisine centrale. Voilà, et j'ai répondu à votre question. Y a-t-il, Madame Guichard, pardon, vous aviez levé la main. Je voulais savoir si nous pourrions débattre du cahier des charges. Alors, effectivement, ce soir, nous sommes dans la convention de groupement. J'ai souhaité, et je le souhaite, que les cahiers des charges sur des appels d'offres bien spécifiques, on ne va pas passer tous les cahiers des charges de tous les appels d'offres, parce que sinon, vous diriez, ça devient compliqué, mais sur certaines, à ce qu'ils soient effectivement exposés, débattus en conseil communautaire. Mais là, encore une fois, Mme Guichard, et vous le savez, puisque ce sont des sujets que vous maîtrisez, il faut que l'on puisse trouver les entreprises dans des secteurs qui ne sont pas trop loin géographiquement et qui puissent répondre à nos demandes. Et là, ça devient parfois une équation compliquée. Et on le voit sur différentes communes. Hein. J'ai entendu des maires dans leurs communes de ces difficultés de trouver des prestataires qui sont à moins de 100 km et qui peuvent répondre à nos cahiers des charges. Parce que ça ne sert à rien de mettre 60% de bio si c'est pour faire à des camions 200 km tous les jours. C'est-à-dire que d'un côté, on efface l'autre. Donc voilà, je pense qu'il faut que l'on soit à la fois raisonnable, qu'on ouvre des champs avec peut-être des critères minimum, maximum, et c'est la grande réflexion que nous avons et sur lesquelles nous pourrons effectivement débattre. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie de cette unanimité. Délibération numéro 5. Convention de groupement de commandes pour l'analyse juridique suite à la fin de la gestion des digues domaniales par l'État. La GEMAPI relève... Peut-être que c'était à M. Degnaud de la lire. Non, c'est à moi. Très bien. Très bien. Tu veux la lire? Allez. Voilà. La GEMAPI relève depuis le 1er janvier 2018 de la compétence obligatoire et exclusive des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette compétence inclut la reprise en gestion des ouvrages de protection contre les inondations. Une convention de gestion a été signée entre les intercommunalités concernées et l'État sur chaque système d'endiguement. Cette convention indique que la gestion est réalisée par l'État pour le compte des intercommunalités jusqu'en janvier 2024. Dans la continuité, l'État a transmis aux intercommunalités un projet de convention de fin de gestion pour cadrer, notamment, la mise à disposition des ouvrages aux intercommunalités qui en deviennent gestionnaires à cette date. Cette convention soulève un grand nombre de questions et semble être grandement en défaveur des intercommunalités, notamment sur la responsabilité juridique ou la répartition des compétences entre la gestion du lit de la Loire, restant à l'État, et la gestion des digues. Face à cette difficulté commune, des intercommunalités ligériennes souhaitent bénéficier d'une analyse juridique et stratégique sur le transfert de la prévention des inondations et des différents types de responsabilités qu'il induit.
L'analyse devra rechercher tous les leviers d'action et leurs chances d'aboutir en faveur des EPCI et constituera un volet stratégique. Il est donc proposé de créer un groupement de commandes avec les intercommunalités ligériennes concernées, la communauté de communes Touraine-Ouest-Val-de-Loire, la communauté de communes Baugeois-Vallée, Angers-Loire Métropole, la communauté de communes Touraine-Vallée de l'Indre, la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire, la communauté d'agglomération Saumur-Val-de-Loire, Tours Métropole Val-de-Loire, la communauté de communes Touraine-Est-Vallée, la communauté d'agglomération de Bois-Aglopolis, la communauté de communes du Val d'Amboise, la communauté de communes du Grand Chambord, la communauté de communes Beauce-Val-de-Loire et la communauté de communes du Val-de-Cher-Comtrois. La communauté de communes Touraine-Ouest-Val-de-Loire est désignée comme coordonnateur de ce groupement. La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par une convention qu'il vous est proposé d'adopter. La commission d'appel d'offres retenue est celle du coordonnateur. Le groupement prendra fin au terme du marché. Il vous est proposé de décider d'adhérer au groupement de commandes, de prendre acte que la ville d'Amboise est le coordonnateur de ce groupement de commandes et d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à mettre au point et à signer la convention constitutive du groupement de commandes annexée à la présente délibération, ainsi que tous les documents afférents. Peut-être une petite précision sur le montant de notre participation. Je le précise, donc maximum, nous nous engagerons sur un maximum de 6 000 €. Voilà, donc si vous avez des... Sachant qu'il y aurait sans doute une communauté de communes en plus, donc c'est pour ça qu'on dit au maximum 6 000 €. On est dans le cadre, pour le moment, d'une convention, là aussi, de groupement de commandes, qui a son intérêt, puisque sinon, chaque communauté de communes aurait fait son analyse juridique. Pour vous donner quelques exemples, si demain, nous avons la responsabilité domaniale, qui prend les arrêtés sur, par exemple, la voirie départementale? Quand le département voudra faire des travaux, il faudra que chaque commune, ou est-ce la communauté de communes, à prendre des arrêtés. Puisque on est à la fois sur un domaine sous la responsabilité de l'EPCI, mais qui reste un domaine de la commune. Donc, il y a plusieurs points sur la responsabilité aussi de ces digues, transférées aux collectivités, sur lesquels nous n'avons pas eu de réponse très claire. C'est pour ça que nous demandons une étude juridique plus approfondie, puisque ce sera un gros dossier de responsabilité. Y a-t-il des questions, mes chers collègues? S'il n'y a pas de questions, je vais mettre aux voix. Non, je voudrais la délibérer. Donc, qui est contre? Voilà, il y a tout. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup pour cette unanimité. Délibération numéro 6 sur une attribution de l'accord cadre, entretien des espaces verts. Une consultation a été lancée le 3 décembre 2021 en vue de conclure un accord cadre à bon de commande avec opérateur unique pour l'entretien des espaces verts du patrimoine de la communauté de communes du Val d'Amboise. Bâtiments, voiries sous la responsabilité communautaire, terrains, structures liées à l'adduction d'eau potable et à l'assainissement des eaux usées. Compte tenu du montant estimé de l'accord cadre, la consultation s'est déroulée dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouvert. La consultation a été publiée au BOAMP, le BOAMP, et jouée sur le profil d'acheteur de la communauté de communes. Et la date limite de remise des offres était fixée au 7 janvier 2022. Le montant global estimé de l'accord cadre était supérieur à 214 000 € hors taxes. Sur la durée de celle-ci, 2 ans, et reconductible 2 fois 1 an. Il revenait à la commission d'appel d'offres du Val d'Amboise d'attribuer l'accord cadre. 3 offres ont été retenues. L'entreprise ID Verdé, l'entreprise Terridéal Tarvel, le groupement d'entreprises Amboise Paysage, SARL Daguet,
LP Environnement et Association Objectif. La commission d'appel d'offres réunie le 19 janvier 2022 a décidé d'attribuer l'accord cadre à l'entreprise Terridéal Tarvel. Il est proposé au Conseil communautaire d'autoriser le président à signer l'accord cadre numéro 2021-034, entretien des espaces verts, avec l'entreprise Terridéal Tarvel. Vous avez le compte-rendu de la commission d'appel d'offres et l'accord cadre entretien des espaces verts qui vous a été joint avec les différentes analyses, critères de prix, valeurs techniques et bien sûr la note finale. Voilà. Y a-t-il des questions, Madame Guichard? Oui, on a plusieurs remarques. Oui. Donc, la première remarque, que j'avais pas notée d'ailleurs, c'est les 4 ans. 2 ans, déjà, je trouve ça beaucoup pour un contrat d'entretien. 2 ans, plus 1 an, plus 1 an, ça fait 4 ans. Je trouve que c'est beaucoup. La première remarque, c'était on a des prix quand même qui sont assez larges, puisque ça va de 240 000 euros à 340 000 environ, pour faire simple. Avec une entreprise Idéverdé qui est première, qui est un groupe national, le numéro 1 en fait, de l'espace vert français, et qui est autour de 300 000 euros. Donc déjà, ce que je trouve étonnant, c'est que Terridéal soit quand même 60 000 euros moins cher que ce groupe. Donc les prix me paraissent déjà poser question. Sachant que le groupement local est, lui, du coup, 44 000 euros plus cher qu'Idéverdé, si on veut, comme prix référence. Donc ça nous interroge quand même, parce que 60 000 euros, c'est pas une paille. Par rapport, si on ramène ça au prix de l'heure, je ne sais pas combien est le prix de l'heure d'une entreprise d'espace vert aujourd'hui, dans les 50 euros. Enfin, en gestion, peut-être un peu moins cher, mais voilà. Donc, c'est étonnant d'un côté comme de l'autre. Et je me posais la question quand même si on n'avait pas, trouvé le prix de 240 000 anormalement bas. Le deuxième point, en termes de contexte, les chiffres d'affaires de Idéverdé et de Terridéal sont de l'ordre de 100 millions d'euros. Pour comparaison, le chiffre d'affaires d'Amboise Paysage est d'1 million d'euros. Alors, je ne suis pas allée chercher les chiffres d'affaires de Objectif, de Daguet et de la troisième entreprise qui faisait partie du groupement, mais voilà, on est quand même à des échelles. Les grands groupes qui ont répondu localement font des chiffres d'affaires multipliés par 100 par rapport à nos entreprises locales. Comment les entreprises locales peuvent jouer dans la même cour que ces grands groupes? Et puis, pour continuer sur le contexte, puisqu'on a un petit peu regardé comment ces entreprises-là venaient s'implanter chez nous, Terridéal, il a dû le noter dans son offre d'ailleurs, il a créé une nouvelle agence à Saint-Pierre-des-Corps, donc il vient en concurrence avec Idéverdé. Et donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont connu ce contexte-là dans leurs entreprises, les grandes concurrences des grands groupes qui viennent s'attaquer au marché des entreprises locales. Mais voilà, c'est ce à quoi on assiste a priori. Et donc, la question que l'on pose par rapport à tout ce contexte, c'est est-ce qu'on s'achemine en choisissant un grand groupe et en étant dans cette situation? Est-ce qu'on va s'acheminer vers un futur monopole du marché du paysage? Et en tout cas, en ce moment, on a une illustration d'un duopole. C'est un mot, je pense, que nous avons créé, mais qui dit bien les choses. Et puis, troisième point, en fait, est-ce que les communautés de communes, en choisissant des entreprises de cette envergure et du coup, finalement, en supprimant les marchés à nos entreprises locales, est-ce qu'elles ne se tirent pas dans le pied en engendrant ce futur monopole de grands groupes? Et quand ce monopole sera installé, en fait, on n'aura plus à revenir sur... on ne pourra plus, en fait, avoir la gestion des prix. Et les politiques des prix, même les politiques locales, seront imposées par ces groupes.
Sachant qu'il semble évident que perdre des marchés comme ça, alors j'ai entendu dire que ces marchés étaient anciens. Quand on perd un marché aussi important pour une entreprise, c'est toujours déjà traumatisant d'une part. Et derrière, c'est le coût de l'emploi, le coût des gens. Donc voilà, nous, on a fait toutes ces réflexions. Et peut-être qu'il peut y avoir une analyse des explications sur l'analyse des offres un peu plus précises. J'ai été aussi un peu... je ne sais pas si c'est ce qui se pratique aujourd'hui, 70% mis sur le prix. Si on n'aurait pas pu, en fait... agir à ce niveau-là et peut-être baisser ce pourcentage pour donner plus de chance aux entreprises locales. Voilà, merci. Merci Madame Guichard. Le contrat est effectivement de 2 ans, renouvelable 2 fois 1 an, ce qui n'est pas obligatoire. Il est renouvelable. Vous imaginez bien que si la communauté de communes n'est pas satisfaite au bout de 2 ans, elle ne renouvellera pas 2 fois 1 an. Je pense que vous l'entendez bien, mais c'est aussi la possibilité. Ce sont des procédures lourdes. Là, on fait une procédure dans le cadre de la plus grande clarté de nos marchés publics, de passer par une opération d'appel d'offres. Sur ce que vous dites, je n'ai pas grand commentaire à faire sur les entreprises. Je ne suis pas juge au tribunal de commerce. Et sur leur comportement de groupe, de grands groupes, de petits groupes ou d'entreprises. Nous nous sommes posé toutes ces questions, Madame Guichard, quand nous avons fait l'analyse de l'offre. On était au grand regret de voir effectivement qu'il y avait 100 000 € d'écart entre l'entreprise la moins chère et le groupement d'entreprises locales. On s'est posé beaucoup de questions. On défend aussi les intérêts de la communauté de communes. Voilà, 100 000 €, ça aurait été 10 000 €. On se serait posé la question. Mais 100 000 € sur un marché à 200 000 ou à 250 000, c'est simplement conséquent. Donc là aussi, on défend les intérêts financiers de notre communauté de communes. La question que vous vous êtes posée, les questions, on se les est posées. On s'est renseigné sur ID Verde et sur Terridéal Tarvel, qui embauchent quand même de la main-d'œuvre locale, pas de la main-d'œuvre de leur siège. Ce sont des grands groupes qui ont réussi. Hein. Je crois qu'il y en a un qui s'appelait Giraud avant. Il y en a un autre. Voilà, on les connaît. Hein. Ce sont des groupes qui ont racheté des entreprises. Voilà, que je suis un peu en difficulté de vous répondre sur l'un est-il mieux que l'autre. C'est un marché public. Il a des règles. Il a un critère de notation. Et même si on avait baissé, je pense que l'écart de prix n'aurait pas fait changer tellement la note. On serait resté sur des notes quand même très importantes de différence. Et puis, c'est de l'argent public. Quand on traite dans son entreprise, on peut avoir un regard peut-être plus attentif sur de la proximité. On traite de marché public et c'est de l'argent public. Donc, cela aussi nous engage à une certaine responsabilité du maintien des coûts. Cependant, on entend. Et je tiens à rappeler que les entreprises locales ne peuvent pas être, ça n'est pas un critère retenu dans un appel d'offres. Vous ne pouvez pas, parce que c'est une entreprise qui est sur la communauté de communes, la privilégier par rapport à des autres entreprises. Sachant que je vous tiens à vous faire savoir aussi que dans la procédure d'appel d'offres, mais vous le savez déjà peut-être, nous devons justifier notre choix. Et les entreprises qui ne sont pas retenues peuvent demander à la communauté de communes des comptes sur le choix qui a été retenu par la communauté de communes. Sachant que dans un appel d'offres, ces choix peuvent être attaqués. Et si vous n'arrivez pas à justifier en dehors des critères de sélection, et là vous voyez les divergences de prix, le tribunal administratif donnera raison à la personne qui nous attaquera. Donc c'est effectivement la clarté avec le marché public, la difficulté de ne pas pouvoir orienter sur des gens que nous connaissons et qui sont sur notre secteur, et à la fois, c'est le choix du marché public, c'est-à-dire qu'il est ouvert à tous, et quand il est ouvert à tous, nous devons nous conforter aux règles de marché public. Le prix anormalement bas, vous savez, c'est eux qui le justifient. Moi, maintenant, ils ont peut-être plus de matériel, plus d'équipes, ils sont peut-être organisés différemment.
Là, vous êtes rentré sur des aspects techniques, mais vous savez... C'est un terme qui peut être discuté, un prix anormalement bas dans le jugement. Mais il n'est pas anormalement bas par rapport à l'offre du marché qui, dans la délibération, je vous rappelle, est sur une base de 214 000. Et ceux qui sont retenus, on peut le dire, sont sur un montant qui est à 199 000, c'est-à-dire 239 000 en TTC. Eux sont dans la fourchette du marché. Je dirais c'est ceux qui sont dans la fourchette du marché, qui étaient ouverts sur notre communauté de communes. Mais effectivement, et je vous le disais tout à l'heure en préambule, nous allons être dans une étape de marché public, et j'en ai déjà parlé avec mes collègues sur leur commune, que ce soit sur de l'entretien d'espaces verts ou sur des travaux, où on voit les prix, mais s'enflammer. Je ne peux pas dire s'envoler, c'est s'enflammer. Et vous avez quelques groupes qui sont peut-être des gros leaders, qui arrivent à peut-être tirer un peu plus leur prix, mais parfois, je suis d'accord avec vous, à quel résultat et dans quel délai. Donc, mais on est contraint aux règles du marché public. Voilà. Ai-je répondu à votre question? Globalement, oui, merci. Très bien. Eh bien, je vais donc, s'il n'y a plus de remarques ou de questions, je vais donc mettre aux voix. Qui est contre? Madame Guichard. Qui s'abstient? 3 abstentions. Et le reste est pour. Je vous remercie. Délibération numéro 7 sur la régularisation du système d'endiguement du Val de Chargé et du Val du Sceau. Et je laisse la parole à Philippe Degnaud. Le décret numéro 2015-526 du 12 mai 2015, dit décret DIG, précise les règles applicables aux ouvrages de prévention des inondations. Il prévoit que la protection d'une zone exposée au risque d'inondation au moyen de digues soit réalisée par un système d'endiguement. Cette distinction entre digue et système d'endiguement conduit à définir la composition du système d'endiguement, son niveau de protection et la zone protégée. Ces éléments encadrent alors la responsabilité du gestionnaire de ce système. Celui-ci s'engage à la protection d'une zone jusqu'à ce que l'eau atteigne le niveau de protection du système, hors phénomène de remontée de nappe et phénomène de ruissellement de surface liés aux précipitations. Si le niveau de protection est dépassé et que la zone protégée est inondée par rupture de digue ou contournement du système, sa responsabilité ne pourra pas alors être recherchée. Pour régulariser les digues existantes en système d'endiguement, la réglementation prévoit une procédure administrative simplifiée, limitée dans le temps, article R 562-14 du Code de l'environnement. Pour cela, un dossier de demande de régularisation doit être déposé auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire. À l'issue de l'instruction, l'obtention de l'arrêté préfectoral régularisant les digues en système d'endiguement marque le début de la limitation de responsabilité évoquée précédemment. La direction départementale des territoires d'Indre-et-Loire assure la gestion des digues domaniales jusqu'en janvier 2024 pour le compte de la communauté de communes du Val d'Amboise sur le territoire de laquelle elles sont implantées. La convention de gestion des digues passée à cet effet et signée le 19 novembre 2018 prévoit que l'État prendra en charge la régularisation des digues en système d'endiguement. Dans ce cadre, la direction départementale des territoires d'Indre-et-Loire a préparé 2 projets de dossiers relatifs au système d'endiguement du Val de Chargé et au système d'endiguement du Val du Sceau. Pour le système d'endiguement du Val de Chargé, ce système d'endiguement se situe sur le territoire de la communauté de communes du Val d'Amboise, le long de la RD, route départementale 751, sur la commune de Chargé pour un linéaire de 3,8 km. Le niveau de protection proposé correspond au niveau de sûreté décrit dans l'étude de danger de 2016 de cet ouvrage, soit une crue de période de retour de 5 ans, le T5, qui correspond à un débit de 3610 mètres cubes à l'échelle de bois. Et la digue protège une population estimée à 110 habitants. Le système d'endiguement du Val du Sceau. 2 EPCI, 2 communautés de communes, sont concernés par ce système d'endiguement, la communauté de communes du Val d'Amboise et la communauté de communes Touraine-Est-Vallée. Sur le territoire de la CCVA, ce système d'endiguement se situe sur la commune de Lussau-sur-Loire. Le linéaire total de ce système d'endiguement est de 3,6 km, dont 0,6 km sur notre territoire.
Le niveau de protection proposé correspond au niveau de sûreté décrit dans l'étude de danger de 2015 de cet ouvrage, soit une crue de période de retour de 2 ans, T2, correspondant à un débit de 3610 mètres cubes à l'échelle de Blois. La digue protège une population estimée à 30 habitants. Pour compléter les dossiers de régularisation, alors là je ferai peut-être une petite remarque, qui seront déposés, qui doivent être déposés avant le 31 décembre. On n'a plus lieu d'utiliser le futur parce que cette délibération était prête finalement pour le conseil communautaire précédent. Exactement. Puisque les services de l'État devaient déposer les dossiers de régularisation avant le 31 décembre et qui ne l'ont fait que le 20 décembre dernier, ce qui ne nous a pas permis finalement de délibérer dans les délais. À cet effet, donc, Monsieur le Président avait envoyé une lettre d'intention pour indiquer que nous passerions la délibération après le 31 décembre. Donc je reprends peut-être alors juste pour la rédaction, pour compléter les dossiers de régularisation qui doivent être déposés avant le 31 décembre 2021 auprès des services de la préfète par la DDT pour le compte de la CCVA. Cette dernière doit délibérer pour approuver le principe des demandes de régularisation avec les caractéristiques des systèmes d'endiguement exposés dans les projets de dossier annexés à la présente délibération et rappelés succinctement ci-dessus. Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver les dossiers de demande de régularisation du système d'endiguement du Val de Chargé et celui du système d'endiguement du Val du Sceau, préparés par la Direction départementale des territoires d'Indre-et-Loire. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des remarques? S'il n'y en a pas, je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette unanimité. Et peut-être que certains d'entre nous ont appris ce soir que nous avions un Val de Chargé et un Val du Sceau sur notre territoire. Délibération numéro 8. Avis sur le plan de prévention des risques d'inondation pour le Val de Sis. Et je laisse la parole à Jacqueline Mousset. Merci. Dans le cadre de la phase de concertation, la communauté de communes du Val d'Amboise souhaite émettre les avis suivants. Je suis allée un peu vite. Dans le cadre de la concertation sur le PPRI avec l'État. Zone d'activité en zone inondable. La zone BZDE correspond à la zone inondable déjà urbanisée, B hors centre urbain. La zone BZDE-AT correspond aux zones d'activité en BZDE sur les communes de Nazelles-Négron et Possé-sur-Cisse. Une partie d'Amboise, parcelle BL 261, est également concernée par cette zone. Des règles spécifiques peuvent s'appliquer à ces zones d'activité, en sus des règles applicables dans toute la zone BZDE. Les parcelles BM 183, correspondant à la maison.fr, BM 351, le magasin Aldi, BM 352, un ancien bâtiment d'activité sur la commune d'Amboise, correspondent à un secteur caractérisé par la présence d'activités commerciales, ainsi que sur la commune de Possé-sur-Cisse, le centre commercial de la Ramée, le magasin But, etc., dans la continuité géographique de la zone d'activité du Prieuré. Il est important pour le maintien de l'équilibre commercial nord-sud du territoire communautaire que ces activités commerciales puissent continuer de se développer sans être contraintes de se déplacer, ce qui aurait pour conséquence de multiplier potentiellement le risque de zones de friche. C'est pourquoi nous demandons l'extension de la zone B-AT à ce secteur commercial. Seconde demande, la friche Mabille, grande unité foncière située sur la commune d'Amboise et de Nazelles-Négron, et dont le propriétaire est la communauté de communes du Val d'Amboise, se situe en partie en zone BZDE-AT et BF-AT. Vous constaterez sur les photos jointes ci-après que les bâtiments en front de Loire, situés le long de la départementale 952, n'ont pas de caractère industriel, mais plutôt commercial et de logement. Il est important que le PPRI intègre cette réalité de typologie de bâti et puisse ainsi ne pas obérer les projets futurs d'aménagement sur le site. Pour cela,
La commune d'Amboise et la communauté de communes du Val d'Amboise demandent soit la modification du périmètre de zonage de la CZDE afin d'intégrer ces bâtiments en front de Loire qui jouxtent des bâtiments aujourd'hui réhabilités et à usage de logement, soit la possibilité de créer dans la zone BZDE-AT de l'hébergement par démolition, reconstruction et changement de destination. Troisième demande concernant l'entreprise Fareva. La parcelle D1716 appartenant à cette entreprise sur la commune de Possé-sur-Cisse est située au PPRI en zone AZDE, correspondant à la zone non urbanisée ou peu urbanisée et aménagée, située derrière les digues. Le reste de l'unité foncière de cette entreprise est situé en zone BZDE-AT. Afin d'avoir une cohérence sur l'entièreté des parcelles de cette entreprise et ne pas bloquer son développement dans les années futures, il est demandé que la parcelle D1716 soit également incluse dans la zone BZDE-AT du futur règlement du PPRI. Demande concernant le parking existant de la pépinière d'entreprise. Donc c'est la même chose. Donc concernant la parcelle D1564 correspondant à la pépinière d'entreprise, propriété de la communauté de communes du Val d'Amboise, inscrite en zone BTF-AT et AF du PPRI, une cohérence d'inscrire toute la parcelle utilisée pour l'activité en zone BTF-AT est demandée. La ferme du Prieuré, une exploitation de volailles, avec vente sur site, est existante sur la commune de Possé-sur-Cisse, notamment sur les parcelles D1410 et 757. Cette activité serait amenée à évoluer et à se développer. Sur le document graphique du PPRI, ces parcelles se situent sur 3 zones, à savoir AF, AM et PA. Il est donc demandé une uniformité de zonage du PPRI pour une meilleure lisibilité du règlement, ainsi que de permettre le développement de cette activité par la construction de nouveaux bâtiments. Il est donc proposé au Conseil communautaire de formuler ses avis à transmettre au service de l'État dans le cadre de la concertation du PPRI Val-de-Cisse. Mes chers collègues, y a-t-il... Oui, Monsieur Châtelier. Oui. De mettre les communes. Oui, bien sûr. Nous corrigeons. Y a-t-il des... Madame Guichard? Oui, nous on a plusieurs remarques. Pour l'entreprise Fareva, donc il y a des bâtiments qui sont vides actuellement. Et on trouve ça étrange que ces bâtiments ne puissent pas être transformés pour de la future activité. Enfin voilà. Donc on trouve ça un peu déplacé, cette demande. Ensuite, concernant la pépinière d'entreprise, on n'est pas trop d'accord non plus sur le sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui nous pose vraiment question, c'est la ferme. Au niveau du prieuré, comment peut-on harmoniser quand on a PA, F et M? À cause de PA, vous pourrez pas harmoniser. Enfin, c'est ce qu'on a cru comprendre, nous. Et donc voilà, on se pose ces questions-là. Merci. Très bien. Sur Fareva, vous imaginez bien, Madame Guichard, que nous ne sommes pas sur un temps de cours. Donc, je crois que la commune de Possé, et d'ailleurs moi-même, je me suis rendu chez Fareva, il y a des projets. Quant aux bâtiments vides, moi, je n'ai pas visité tous les bâtiments, je n'ai pas été faire la police des bâtiments pour savoir ce qui était vide et ce qui était plein. Je sais qu'en tout cas, ils ont des projets d'extension, ils ont des projets d'évolution. C'est quand même l'un des plus gros employeurs du territoire, qui est dans une zone effectivement inondable depuis des années, voilà, qui lui-même a mis en place des dispositifs anti-inondation. En ce qui concerne la pépinière, je n'ai pas compris votre question, je suis désolé.
Surtout pour la ferme, que je comprends pas comment, au niveau du prieuré, comment on peut harmoniser entre AF, AM et PA. Parce que PA, a priori, c'est le bâtiment qui est sur une butte. Bon, ce qu'on a compris, hein, on a essayé de le rechercher. Donc, comment est-ce qu'on peut harmoniser entre AF, AM et PA? Voilà, c'est tout. C'est notre remarque. Alors, je vais vous dire, c'est la question qui se pose à l'État. C'est pas moi qui vais délibérer, qui vais décider sur l'harmonisation. En tout cas, c'est une demande qui a été faite conjointement avec la commune de Possé-sur-Cisse, sur cette ferme du Prieuré, qui est aujourd'hui une exploitation plutôt volaillère, et d'ailleurs qui jouxte, puisque nous sommes propriétaires du terrain qui est juste à côté, la communauté de communes de cette ferme du Prieuré. Voilà, je n'ai rien de plus à rajouter. C'est une demande surtout de la commune et je crois des propriétaires. Monsieur Garçonnet a peut-être un élément supplémentaire. Il faut appuyer en dessous. Oui, en fait, l'exploitation a éventuellement des ambitions de faire grossir un peu l'exploitation à taille humaine, hein, pas une augmentation monstrueuse. Mais en fait, le classement là la bloque en fait dans son évolution et dans la possibilité de faire évoluer l'entreprise. Donc en fait, l'idée est de voir comment effectivement il pourrait agrandir et sur quelle zone. Et pour ça, il faut que cette zone soit pas séparée en 3 tiers, mais soit répartie sur le même environnement en fait. Voilà. Très bien, merci Monsieur Garçonnet. Madame Santacana. Oui, simplement pour dire que nous voterons contre cette délibération, comme nous l'avons voté en conseil municipal Amboise, parce que nous ne voulons pas rajouter du risque au risque, puisque derrière, ce sont des vies, et notamment, je ne parle pas forcément des entreprises, mais pour le changement de destination qui est prévu à usage d'habitation ou d'hébergement sur la friche Mabille, sachant que la ZDE, c'est quand même le plus haut risque de la zone de dissipation d'énergie en cas de rupture de digue. Et nous inscrirons cette décision par écrit auprès de l'État via l'enquête publique. Très bien, Madame Santacana. Je tiens à rappeler quand même sur le point de Mabille, il n'est pas question de prendre toute la parcelle en habitation, elle n'est pas autorisée. J'ai bien compris, mais une partie quand même. Simplement ce qui est sur la digue, en bord de Loire, qui est à 5 mètres d'écart du centre d'accueil de demandeurs d'asile. Je sais bien, mais le centre d'accueil, il a environ, ce bâtiment, 60 ou 60 ans, on va dire. Il a été fait bien avant que maintenant on reclassifie cette zone en ZDE. Enfin, Madame Santacana, pour votre mémoire, les habitations qui sont sur le terrain Mabille ont été habitées. C'était de l'habitation. Mais je suis d'accord, mais elles n'y sont plus actuellement. Ben non, comme le CADA n'a pas été habité pendant 20 ans. L'idée, c'est effectivement de maintenir, bien évidemment, les habitations en zone inondable. Est-ce qu'il faut en créer d'autres? Je ne pense pas. C'est simplement, c'est pas en créer, hein, c'est qu'ils retrouvent D'ailleurs, c'est une discussion avec l'État que nous avons eue avec Monsieur Châtelier. C'est qu'ils retrouvent leur finalité, c'est-à-dire c'était de l'habitat. Et d'ailleurs, il y a une maison qui appartient à la communauté de communes. Quand vous rentrez dedans, je crois qu'il y a encore du mobilier. Je ne vais pas le dire trop fort, des fois que ça susciterait certains... Rien de classé qu'un Louis XV ou Louis XVI, hein. Mais il y a encore quelques mobiliers à l'intérieur d'habitation. D'ailleurs, c'était une habitation. Donc j'entends votre remarque. Sachez que je pense que dans ceux qui ont rencontré les services de l'État, le maire de Nazelles et moi-même, nous avons bien conscience des risques et nous ne voulons pas rajouter du risque au risque. Et sachez que, par exemple, au bout du terrain Mabille, à 150 mètres, les terrains sont constructibles à l'habitat au-dessus des plus hautes eaux connues. Donc, vous savez, sur les tracés, on est parfois sur un coup de crayon sur une carte qu'on ne comprend pas toujours et qu'on peut analyser, hein, c'est un peu complexe parfois, comme si l'eau allait suivre le trait de crayon qui a été fixé sur la carte.
C'est toujours la même question, mais en tout cas, et je le répète ici, c'est ce à quoi nous nous attelons avec M. Degnaud, et c'est pour ça que vous avez vu une délibération, entre autres, sur les aspects juridiques, c'est quand même le maintien, le renforcement des digues de la Loire sur lesquelles il faut aussi travailler, puisque s'ils sont renforcés, s'ils sont maintenus dans leur état, on aura moins de risques d'inondation. Et je rappelle que ces risques d'inondation qui sont annoncés ce soir dans le cadre du PPRI, ce ne sont pas des inondations classiques, c'est quand l'eau, je dirais, passerait quasiment au-dessus du pont d'Amboise. Donc, pour les habitants qui seraient en danger, vous imaginez bien, on a des plans de sauvegarde communaux, on y travaillera aussi sur l'aspect intercommunal, de départ et de mise en sécurité de nos habitants à ce moment-là. Sachant que là aussi, vous l'avez entendu l'autre jour des services de l'État, que nous ne sommes pas sur des crues identiques à celles du sud de la France, c'est-à-dire des torrents d'eau qui arrivent, puisque là, sur la Loire, on est sur un système de montée des eaux qui peuvent être parfois rapides, mais qui laissent quand même des critères de temps. On le voit, d'ailleurs, quand on suit les risques d'inondation de la Loire, nous sommes alertés quand Orléans donne des signes précurseurs d'inondation, et là, on met des dispositifs comme il y en a eu il y a quelques semaines encore. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions de votre part? Non? Je vais donc mettre aux voix. Qui est contre? 4 voix. Qui s'abstient? Personne d'autre. Merci beaucoup. Donc tous les autres sont pour. Merci beaucoup. Sachant qu'effectivement, nous ne sommes que sur le premier rapport qui est donc le porté à connaissance sur lequel nous émettons des avis. Puis maintenant, il y aura enquête publique. Et je tiens à rappeler que nous avons, sur notre territoire, fait 4 réunions publiques, avec une réunion chef d'entreprise, et que les documents sont consultables sur le site internet de la préfecture, mais aussi dans les communes concernées. Délibération numéro 9 sur le partenariat économique entre la région Centre-Val de Loire et la communauté de communes du Val d'Amboise. Je vais donc la lire. Dans le cadre d'une convention de partenariat économique en date du 23 mars 2018, en vue de favoriser le développement économique et l'emploi, la région et la communauté de communes du Val d'Amboise ont souhaité développer des relations partenariales autour de 3 grands axes: l'animation et la promotion économique, l'aménagement des parcs d'activités et le développement de l'offre foncière et immobilière, et les aides aux entreprises. Cette convention de partenariat économique est arrivée à échéance le 31 décembre 2021. En raison d'un report des élections régionales liées à la pandémie du Covid-19, les travaux sur l'élaboration du futur schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internalisation ont été décalés sur l'année 2022. Par conséquent, la région a sollicité Val d'Amboise pour le renouvellement de l'actuelle convention via un avenant pour une durée de 6 mois supplémentaires afin de travailler sur le contenu de ce nouveau schéma et de proposer une nouvelle convention pluriannuelle en 2022. Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver la conclusion de l'avenant à la convention de partenariat avec la région Centre-Val de Loire aux conditions précisées dans le document figurant en annexe et d'autoriser le président ou son représentant à signer tous les actes et pièces nécessaires à la réalisation de cette opération. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Sachant que nous avons déjà rencontré le président de la région 2 fois à ce sujet. Achat d'un terrain à monsieur Jackie Boucanville sur le parc d'activité de la Boîtardière Ouest. Il est où? Je laisse la parole à monsieur Frédéric Sarouille. Monsieur Boucanville, ayant eu connaissance du projet d'extension de la Boîtardière Ouest, a proposé à Val d'Amboise d'acheter la parcelle F176.
voire courrier, et plan en annexe, qui se situe dans le périmètre de la ZAC. Cette parcelle a été exploitée par M. Jackie Boucanville, qui a pris sa retraite au 31 décembre 2021. Cette parcelle ne rentre pas dans le périmètre des aménagements à court terme du parc d'activités de la Boîtardière. Cependant, il est nécessaire d'anticiper son développement et de saisir les opportunités d'acquisition quand elles se présentent. Par conséquent, il est donc proposé au Conseil communautaire d'acquérir la parcelle cadastrée F176 appartenant à M. Jackie Boucanville d'une surface de 3 490 m² au prix total de 11 168 € hors taxe, soit un prix de 3,20 € hors taxe du mètre carré. De confier la signature de l'acte à l'étude de Maître Borga, d'autoriser le président ou son représentant à signer l'acte d'achat ainsi que tous les actes et pièces nécessaires à la réalisation de cette opération. Merci, mon cher collègue. Y a-t-il des questions? Madame Guichard et puis Monsieur Lénard pour suivre. Oui, j'aurais bien aimé qu'on puisse voir le site parce que on se trouve en dehors de... vous dites en dehors des aménagements actuels, mais donc j'aimerais savoir à quoi va servir ce terrain dans le futur. Et j'aurais bien aimé que tout le monde ait conscience en fait du paysage qu'il y a à cet endroit-là. On ouvre sur la vallée vert chargé, il y a les chevaux dans les champs et on est dans un paysage champêtre qui est plutôt super chouette. Donc je voulais savoir si on aurait à terme des usines... Si, à cet endroit-là. Non. Si. Si, on est sur on est en bordure de la route qui descend qui donne vers les chevaux. Donc j'aimerais savoir. De l'autre côté, oui, vers Chargé. Oui. Je pensais que vous parliez du côté de la. Non, je parle de cet endroit-là. Je pose une question sur le paysage et sur l'utilisation future de cette parcelle. Et voilà, on aimerait en savoir plus à ce sujet-là. Merci. Il y avait le plan d'annexe, hein, vous l'aviez? Oui, vous aviez le plan d'annexe. Donc, nous sommes, comme il est dit dans la délibération, dans le périmètre de la ZAC. Nous sommes déjà propriétaires d'un certain nombre de terrains aux alentours, et c'est pour ça que nous continuons l'acquisition. Ce n'est pas pour autant que dès demain, et d'ailleurs, comme il est dit, il n'est pas prévu dans le champ d'extension de la Boîtardière pour le moment. Donc d'autres programmes verront, et c'est pas parce qu'il est, c'est marqué la Boîtardière que tout de suite ça va devenir un champ d'usine. Pour autant, et on est propriétaire, la communauté de communes de d'autres parcelles qui sont aujourd'hui en friche. Vous en parliez d'une tout à l'heure à côté de la ferme du Prieuré, ferme que je connais si bien, et qui est aujourd'hui en friche. Donc là, c'est un sujet que nous mettrons sur la table aussi en travail communautaire, au sein du bureau communautaire, de faire le diagnostic de toutes ces zones en friche et de leur classification et éventuellement de leur avenir. Voilà, pour le moment, il n'est pas question de dévaloriser le paysage sur cette partie, loin de là. Et quand même, on est assez loin des champs avec les chevaux, puisqu'on est sur la bordure du boulevard Saint-Denis-Or. Oui. Donc on est quand même... Il y a Ouvrard juste avant. C'est ça. Monsieur Lénard, vous voulez prendre la parole. Président, je voulais poser la question. Êtes-vous propriétaire de la parcelle juste à la 2470 ? Je crois, oui. La 175. C'est ça. Nous sommes propriétaires de la 2470, de mémoire. Là, excusez-moi, j'ai beaucoup de qualités, je le sais, et beaucoup de défauts, je les sais aussi. Mais je n'ai pas le cadastre en tête. Vous me le pardonnerez. Mais en tout cas, je vous répondrai bien volontiers sur les propriétés de parcelles sur ce territoire jouxtant la Boîtardière. En fait, comme vous le voyez dans le courrier, le propriétaire le dit lui-même, voilà, ça a été payé ce prix-là. Nous n'avions pas besoin de faire une estimation des domaines puisque nous étions en dessous des 180 000 €. On s'est référé au prix de la vente qui était fait à côté. Et d'ailleurs, vous le lisez dans son courrier, il accepte, je dirais là aussi, gère l'argent public.
Donc s'ils souhaitent payer ce prix-là, je ne vois pas pourquoi je l'en empêcherais. Non, c'est un prix classique, un prix qui est pas élevé, pas trop bas. On est à peu près sur le prix de ce marché, sachant que sur cette partie-là, de mémoire, on n'est pas sur des qualités de sol exceptionnelles. Hein. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas, je vais donc mettre aux voix. Qui est contre? Madame Guichard. Qui s'abstient? Personne d'autre. Je vous remercie. Délibération numéro 11. Sur la convention de mise à disposition de locaux à Saint-Ouen-les-Vignes au profit de l'association Bulle de Môme. Et je laisse la parole à Blandine Benoît. Considérant que la communauté de communes du Val d'Amboise conventionne avec l'association Bulle de Môme pour l'utilisation de locaux à Saint-Ouen-les-Vignes, 4 places de l'église, afin d'y organiser ses activités. Considérant que les locaux sont mis à disposition à l'association à titre gratuit, l'association Bulle de Môme assurera toutes les charges de fonctionnement, abonnement et consommation de fluides, utilisation de matériel afférent au bâtiment. Considérant que la convention de mise à disposition des locaux est conclue pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction pour une durée équivalente, dans la limite de 3 années, soit jusqu'au 31/12/2024. Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver la convention en vue de la mise à disposition de locaux à Saint-Ouen-les-Vignes au profit de l'association Bulle de Môme, afin d'y organiser ses activités. D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la dite convention et son annexe et tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 12. Achat par la communauté de communes du Val d'Amboise de chèques cadeaux au profit des agents communautaires. En cette année 2021, maintenant 2022, la communauté de communes du Val d'Amboise souhaite réitérer l'opération liée à l'acquisition de chèques cadeaux d'une valeur unitaire de 30 € à destination... 30 ? C'est 30 ? Ah, pardon. Merci. Excusez-moi. À destination des enfants du personnel. J'avais un autre montant pour les personnels qui est de 50 €. De 11 à 12 ans, dans le cadre de l'arbre de Noël, afin de compléter l'action du CNAS qui arrête cette prestation aux 10 ans de l'enfant. En complément de cette action envers les enfants, il est proposé d'offrir en cette fin d'année à chaque agent de la communauté de communes du Val d'Amboise des chèques cadeaux d'une valeur de 50 € à utiliser chez les commerçants du territoire du Val d'Amboise. Cette initiative répond à plusieurs objectifs: participer au pouvoir d'achat dans le cadre des fêtes de fin d'année et soutenir le commerce local. Pour la mise en place de cette action sociale, il est proposé un partenariat avec l'Union des commerçants du Val d'Amboise UCVA. L'acquisition de ces chèques cadeaux se ferait ainsi auprès de cette association locale et en retour, l'UCVA se chargerait de répertorier les commerces auprès de qui les chèques seraient utilisables. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget au chapitre 012. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'autoriser au titre de l'action sociale au bénéfice des agents territoriaux et leur ayant droit le principe de la délivrance de chèques cadeaux dans le respect de la réglementation en vigueur, de valider l'imputation de ces dépenses au compte 6488, chapitre 012, et d'autoriser le président ou son représentant à signer la convention de partenariat avec l'UCVA pour l'acquisition de chèques cadeaux à destination des agents d'une valeur maximale de 50 € par agent. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie.
Il n'y avait pas de tableau de décision, vous les aurez au prochain conseil, ainsi que les marchés. Je n'ai pas reçu de questions. Et je vous annonce qu'il y avait prévu au programme une commission générale le 2 février qui sera reportée, puisque nous n'avons pas tous les éléments du sujet de cette commission, en tout cas qui sont arrivés. Voilà. Mes chers collègues, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et je vous demande qu'une chose, prenez soin de vous.